Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour aux auditeurs. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Louis. Quel sera notre sujet girardien de la semaine ? Nous allons parler de modélisation. De quoi s'agit-il ? Et quel est le lien avec l'anthropologie de René Girard ? La modélisation est une méthode d'analyse et de prévision des phénomènes. Nous allons voir plus précisément comment cela fonctionne. Mais ce qui nous intéresse, c'est le parallèle avec l'anthropologie de René Girard. Celle-ci est fondée sur le mimétisme. En particulier, elle postule que nos désirs ne nous sont pas intrinsèques, mais qu'ils nous sont inspirés par d'autres. Ces personnes sont nos modèles, que Girard a rebaptisés médiateurs, mais c'est la même idée. Ainsi, le concept de modèle est au cœur de son anthropologie. De même, la notion de modèle est au cœur de la méthode dite de modélisation, puisqu'elle lui a donné son nom. Nous pourrions aujourd'hui examiner si le rapprochement entre modèle au sens de Girard et modèle au sens de modélisation a un sens et s'il porte des enseignements. Est-ce le cas ? Il semble que oui. Alors, voyons cela de plus près. La modélisation est une méthode d'analyse et de prévision. Elle consiste à réaliser une version simplifiée du phénomène que l'on étudie. Une version simplifiée, mais dont on suppose qu'elle se comporte exactement comme le phénomène qu'elle imite. Par exemple, lorsque Galilée a étudié la chute des corps, il a employé, à la place de la multitude d'objets qu'il pouvait utiliser, des billes de plomb. Ces billes étaient des modèles des différents objets qui tombent. Galilée faisait l'hypothèse que ces billes tombaient de la même façon que n'importe quel objet d'une masse identique. Prenons un autre exemple. Pour convaincre Louis XIV de ses projets de fortification, Vauban en préparait des maquettes en bois, de taille réduite, qui lui permettaient d'expliquer au roi le fonctionnement du système de défense constitué par son projet de fortification. De telles maquettes s'appellent aussi des modèles réduits. Pourquoi as-tu parlé d'analyse et de prévision ? Pour établir un modèle, il faut d'abord examiner et trier ce qui participe au phénomène et ce qui n'y participe pas. Dans l'exemple de la chute des corps, Galilée a établi son modèle en supposant que la masse de l'objet intervenait, mais pas sa forme, ni sa couleur, d'où le choix des billes de plomb. Ensuite, il s'agit de faire fonctionner le modèle et en tirer des enseignements. Restons avec Galilée. En chronométrant la durée de chute des billes de plomb de différentes tailles, il s'est rendu compte que toutes tombaient à la même vitesse. Il en a conclu que la masse n'était pas un élément qui influait sur la chute, ce qui a mis sur la piste de l'attraction terrestre, identique pour tous les corps. Tout cela constitue bien un travail d'analyse qui permet de faire progresser la connaissance des phénomènes. Et la prévision ? Lorsqu'une modélisation correspond bien aux phénomènes qu'elle représente, il est possible de prévoir certains résultats. L'exemple le plus simple est la météo. Il a été établi des modèles qui calculent les évolutions des pressions, des températures, des vents, de la nébulosité et de la pluviométrie à partir de leurs valeurs actuelles et récentes. Le résultat de ces calculs des évolutions à venir sont les prévisions. Tu parles de calcul ? Oui, les modèles peuvent être des maquettes, des objets, des schémas, des bancs d'essai comme des souffleries ou autres. Mais aujourd'hui, la plupart des modèles sont constitués par des équations mathématiques, souvent complexes et pour la résolution desquelles les ordinateurs sont indispensables. C'est ainsi que les bulletins météo nous montrent des cartes où nous voyons où et comment les nuages vont se déplacer dans les jours qui viennent. Grâce à la modélisation mathématique et informatique, nous voyons littéralement ce qui va advenir. Mais il arrive aussi que les prévisions météo se trompent. En effet, la raison en est structurelle. Comme un modèle est une simplification d'un phénomène, sa schématisation, elle ne peut pas prétendre refléter son intégralité. Reprenons l'exemple de Galilée. Sa conclusion est que tous les corps tombent à la même vitesse. Cette conclusion ne te pose-t-elle pas problème ? Un peu. Il me semble que les feuilles ou les plumes descendent moins vite. Voilà, c'est qu'elles sont ralenties par la résistance de l'air.
lancée du même endroit, une plume arrivera bien après une bille de plomb. C'est-à-dire que le modèle de Galilée est valable pour les corps dont la densité est élevée et pour lesquels la résistance de l'air est négligeable. Si j'essaie de prévoir le temps de descente d'une plume à partir de celui d'une bille, je vais me tromper. Si complexe qu'il soit, les modèles de la météo connaissent les mêmes sortes de limites. D'une part, les équations ne prennent peut-être pas forcément en compte tous les facteurs, et de plus, les scientifiques sont assez souvent obligés de simplifier leurs équations, sans quoi leur résolution serait inaccessible, même avec des ordinateurs très puissants. Voilà qui douche un peu l'enthousiasme pour la modélisation. Ce n'est pourtant pas le pire des problèmes posés par cette méthode. Tu m'inquiètes? Qu'y a-t-il de plus grave? Nous venons de voir que les modèles ne peuvent pas refléter la totalité des phénomènes qu'ils cherchent à représenter. Les échecs de prévision permettent de préciser les limites à l'intérieur desquelles le modèle imite parfaitement un phénomène ou une partie de celui-ci. Mais l'erreur la plus grande consiste à croire avoir trouvé un modèle qui représente parfaitement et totalement la réalité du phénomène étudié. Pourtant, tel que tu viens de décrire la modélisation, les scientifiques doivent bien avoir en tête ses limites. En principe, oui. Mais n'oublions pas qu'ils cherchent justement à repousser ces limites en introduisant toujours plus de données dans leur modèle. En accumulant toujours plus de résultats qui collent à la réalité, ils sont peu à peu amenés à penser qu'ils ont trouvé le modèle qui rend parfaitement compte de la réalité. C'est ce qui est arrivé à Lord Kelvin à la fin du XIXe siècle. En faisant allusion à l'ensemble des théories de la physique à son époque, il déclara « Aujourd'hui, la science a pratiquement tout expliqué. Il ne reste que quelques détails à préciser. » Mais moins de 20 ans après, Einstein et sa théorie de la relativité, ainsi que la mécanique quantique, allaient complètement contredire cette prévision. Les modèles de Lord Kelvin devaient être revus de fond en comble pour expliquer d'autres phénomènes découverts entre-temps. Où est donc Girard dans tout cela? Dans l'anthropologie girardienne, nos désirs sont régis par le mimétisme. Nous imitons des modèles. Ce faisant, nous nous développons, car le mimétisme est le principe de base de l'éducation et de l'apprentissage. Mais il arrive que la rivalité s'installe entre celui que nous avons pris comme modèle et nous-mêmes. Nous désirons la même chose, et cette rivalité nous empêche de nous l'approprier. René Girard parle dans ce cas de modèle obstacle. Il se trouve que la modélisation suit le même schéma. Cette méthode a permis d'énormes progrès, principalement dans le domaine scientifique et technique. Avoir compris les lois de la chute des corps et le rôle de la résistance de l'air nous a permis de construire des avions. Mais cette méthode de modélisation peut également devenir un obstacle à la connaissance lorsque les limites de la modélisation sont oubliées et que nous croyons que notre modèle incarne la réalité. Nous quittons alors, sans nous en rendre compte, le domaine de la connaissance pour entrer dans celui du dogme. C'est encore davantage le cas lorsqu'on essaie d'employer la modélisation dans le domaine des sciences humaines, démographie, économie et autres. Il se produit une espèce d'inversion. C'est ce qu'énonce le modèle qui est considéré comme réel. C'est lui qui représente la véritable réalité, tandis que le réel constatable serait soumis aux accidents du hasard, aux irrationalités humaines, et constituerait de ce fait une réalité de second ordre. C'est Platon et son allégorie de la caverne. D'une certaine façon, cette inversion entre réalité sensible et réalité décrite par un modèle est d'ailleurs inscrite dans les termes mêmes, car c'est la simulation de la réalité que l'on désigne par le mot de modèle. Une telle ambivalence est une signature girardienne. Tu te souviens que dans l'anthropologie de René Girard, le sujet en arrive parfois à désirer s'approprier l'être même de son modèle, à vouloir prendre sa place. Avec la dialectique entre modèle et réalité, nous observons une structure du même ordre. Le modèle remplace la réalité, en tout cas aux yeux de ceux qui ont conçu le modèle ou qui lui accordent une confiance inconditionnelle. D'où cela peut-il venir? C'est un constat psychologique somme toute assez courant. Nous ne voyons pas le monde comme il est, mais comme nous aimerions qu'il soit. Une dernière question, Jean-Louis. L'anthropologie girardienne n'est-elle pas elle-même une sorte de modèle, de schéma simplifié? Sans aucun doute. Comment lui appliquerais-tu les observations que nous venons de développer? À nous d'avoir la sagesse d'en faire un outil de connaissance et non d'en faire un dogme auquel tout devrait se conformer.
Ne laissons pas cette anthropologie devenir un modèle obstacle. C'est entendu. Au revoir Jean-Louis. Au revoir aux auditeurs. Au revoir Catherine, au revoir à tous.